Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons remettre en question une évidence fondamentale pour la majorité des personnes. L'architecture à 4 roues extrêmement répandue dans le monde des voitures est la meilleure. Nous verrons que d'autres géométries sont parfois plus adaptées et dans certains cas, l'adoption d'un châssis à 4 roues est tout simplement la pire des solutions. Avant de commencer cette vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci puisque nous venons de passer le cap des 98 000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, considérez de le faire. C'est gratuit et ça ne demande qu'un compte Gmail qui est lui aussi gratuit. Et en plus, ça m'aide grandement à faire perdurer le Choucroute Garage. Soyez-en remerciés d'avance. Autre chose, vous avez sûrement remarqué un changement dans le générique de début. Tout simplement parce que j'ai eu un problème informatique. J'ai fait une mise à jour sur mon Mac, mais j'avais débranché complètement le disque dur externe qui sert à Final Cut Pro. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'arrive pas à récupérer l'ancienne base de données. Donc finalement, j'ai en gros perdu tout ce que j'avais en preset et donc le générique de début aussi. Sachez que j'avais de toute façon prévu de le refaire, donc on va le refaire prochainement avec un ami graphiste et essayer de vous faire quelque chose de sympa. Voilà, tout comme le générique de fin d'ailleurs. Voilà, maintenant, place à notre sujet. Lorsque je regarde dans la rue et que je recense les voitures, je constate qu'il est très rare d'en voir une qui n'a pas 4 roues. Cette réflexion m'est venue après m'être penché sur l'architecture de l'Aptera, vous vous en doutez bien. Certes, je vois parfois les triporteurs du service Espace Vert se faufiler dans les ruelles de Strasbourg, ou des camions de chantier à 6 ou 8 roues. Mais on ne peut que constater que les autos particulières ont en général 4 roues. En fait, tout découle de ce que l'on veut faire d'une automobile. Commençons par la définition des termes que nous allons utiliser aujourd'hui. Une automobile est, d'un point de vue étymologique, un mobile qui se déplace par lui-même. Donc, du point de vue de la langue, une voiture, une moto, un avion sont tous des automobiles. Le terme est pourtant avec le temps devenu plus restrictif et correspond aujourd'hui au terme inventé par le jargon ferroviaire au départ, la voiture. D'un point de vue légal, l'automobile est un véhicule de moins de 3,5 tonnes comportant au moins 4 roues. Enfin presque. En effet, il y a des catégories de 4 roues qui ne sont pas des automobiles selon la loi, mais des quadricycles, légers ou lourds. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont plus compacts, plus légers et moins puissants qu'une automobile traditionnelle. Ils sont également classifiés avec les tricycles à 3 roues et donc ouvrent la voie à une variété non négligeable d'architecture. Ils sont assimilés à une catégorie de motocyclettes. En fait, ils sont entre la moto et la voiture. Il s'agit donc de véhicules à 3 et 4 roues de plus de 50 cm3 ou équivalent et qui peuvent se conduire indifféremment avec le permis moto ou le permis voiture. Bien, maintenant il est temps de passer au dur du sujet, les mathématiques. Bon, rassurez-vous, on va pas parler de formules compliquées ou faire des diagrammes fouillés. On va parler de géométrie. Lorsque l'on veut construire un véhicule, il peut avoir plusieurs usages, mais on peut en distinguer deux principaux. Le transport de marchandises ou le transport de passagers. Bien entendu, ces deux usages sont quasiment toujours jumelés. Un transport de marchandises doit au moins emporter un passager, le conducteur. Et un transport de passagers doit pouvoir emporter les bagages des personnes qu'il transporte. On va maintenant faire des petits dessins. Ça va être plus parlant. Généralement, les transports de marchandises emportent leurs passagers à l'avant et le chargement à l'arrière. On peut avoir en général 1, 2 ou 3 passagers. Ça peut même aller jusqu'à 6 pour certains pick-up ou camionnettes dites à double cabine. Plaçons ces passagers en fonction de leur nombre, mais aussi en fonction de l'usage qui est fait du véhicule. Un utilitaire, par exemple pour la livraison, ou pour de menus travaux comme les espaces verts ou la propreté dans les villes, n'a besoin que d'un conducteur. Celui-ci peut être placé au centre ou sur un des côtés de la cabine. Pour une grosse camionnette de livraison comme celle d'Amazon par exemple, le conducteur doit pouvoir entrer et sortir de l'espace de chargement sans sortir du véhicule. C'est bien plus pratique. Le conducteur est donc décalé. Pour le jardinier, par contre, la nécessité de pouvoir sortir des deux côtés du véhicule en fonction des circonstances fait choisir une position centrale pour le poste de conduite. S'il y a des passagers, alors la disposition classique avec le conducteur d'un côté est généralement adoptée. Le conducteur est au premier rang d'un côté et les passagers à côté de lui. Et parfois, il y a en plus des passagers au second rang. C'est la configuration qu'on retrouve généralement sur les autos particulières aussi, à quelques exceptions près.
On peut par exemple citer la McLaren F1 dont le poste de conduite était central et les passagers disposés de chaque côté légèrement en retrait. Bien, maintenant voyons quelle disposition de roue serait idéale pour ces autos. Pour le petit utilitaire monoplace, il est évident que les 3 roues s'imposent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit d'un véhicule extrêmement léger, et moins il y a de roues, moins il y a besoin de puissance ou d'énergie pour le déplacer. C'est tout bénef en termes de coûts de fabrication, mais aussi de dépenses liées à l'usage. Les consommations sont moindres, l'entretien est réduit, et moins de pièces sont à remplacer périodiquement. Mettre 4 roues est dans ce cas précis moins bon que d'en mettre 3. Comme il n'y a qu'un conducteur, le placer en position centrale permet de disposer d'une répartition du chargement très intéressante. En effet, la très grande majorité des poids et charges sont placés à l'intérieur du triangle délimité par les roues au centre du véhicule. La zone de chargement arrière est aussi dans une extension du triangle de stabilité. Elle est donc indiquée pour y déposer du chargement aussi. En revanche, si on dispose du poids sur les côtés du triangle, ces masses vont créer un effort latéral dans les virages, provoquant un basculement du véhicule. Voilà pourquoi on utilise cette architecture que pour des véhicules lents ou pour des véhicules très particuliers. Les tuk-tuk sont en effet très lents et les trikes ont un espace de chargement qui est confiné au centre du véhicule, ce qui fait qu'on n'aura pas cet effet de basculement. Donc les tuk-tuk et les trikes sont sûrs, mais la Reliant Robin par exemple conçue en Angleterre était elle un véritable danger sur roue. Du coup, pour les véhicules plus lourds et plus rapides, on pourrait penser qu'il est préférable d'adopter systématiquement au minimum 4 roues. L'espace de chargement devient alors un rectangle. Il est plus vaste qu'un triangle de largeur et de hauteur équivalente. On utilise mieux l'espace disponible et l'empreinte au sol. Et on peut charger largement plus et plus lourd que dans une configuration triporteur. Pour les autos particulières, on se retrouve avec une problématique similaire. De 4 à 9 passagers, on a besoin d'un grand espace de chargement et d'une bonne stabilité. L'architecture à 4 roues s'impose donc. Là, il n'y a pas de discussion. En revanche, pour une auto à 2 places, c'est largement plus discutable. Et voyons cela. En effet, en fonction de la disposition du moteur et des passagers, il est tout à fait pertinent de supprimer une roue sur une telle auto. Mais voyons comment faire. Nous l'avons vu plus tôt, la disposition à une roue devant et 2 derrière est très instable, car c'est la roue avant qui guide. Cela limite donc très fortement les possibilités de chargement. En revanche, si on fait la disposition inverse, à savoir 2 roues à l'avant et une à l'arrière, on obtient quelque chose d'extrêmement stable et surtout de très efficace en termes de tenue de route. Voire même dans certains cas plus efficace qu'une 4 roues. Imaginons plusieurs configurations de véhicules à 2 places pour étudier cela. La Smart Fortwo est par exemple une auto où on pourrait se poser la question d'une architecture à 3 roues. Mais sa taille rend le triangle de stabilité trop court. La majorité du poids serait donc contenu à l'extérieur et donc poserait un problème de stabilité. Il est probable qu'une telle configuration ne donne pas de bons résultats. Prenons un peu plus grand alors, la Mazda MX-5. Supprimer une roue arrière serait compliqué en raison de la présence de la transmission. De plus, pour passer la puissance au sol, avec la majorité du poids placé sur l'avant, avec un moteur avant et un arbre de transmission, eh bien, poserait un problème. Il n'y aurait pas assez de poids sur la roue motrice pour passer la puissance. Du coup, une voiture à 3 roues avec cette configuration devrait donc avoir une configuration traction ou bien moteur arrière. Dans ce cas-là, voyons le cas d'une 911. Là, on se retrouve avec 2 problèmes. Premièrement, le moteur est bien trop gros pour permettre l'implantation à 3 roues, mais en plus, l'auto est très lourde et demande donc pas mal de puissance. Une roue arrière unique serait donc trop sollicitée. Là encore, il est évident que 4 roues sont mieux que 3. Mais alors, est-ce à dire que les autos à 3 roues resteront confinées aux triporteurs lents et peu excitants? Oh que non, et là vous n'êtes pas prêt à voir ce que je vais vous montrer. L'exemple du véhicule dont on va parler maintenant devrait titiller grandement les amateurs de conduite ultra sportive. Je commence par une question qui est destinée aux motards. Avez-vous déjà participé à une sortie où un Can-Am était de la partie? Moi oui, ça a été mon cas, et je peux vous dire que j'ai été sacrément surpris. On s'attendait à devoir attendre le pauvre gars, mais dans l'école, même à l'attaque, les plus aguerris des arsouilleurs n'ont pas réussi à lui coller au train. Avec son architecture à 3 roues, le propriétaire du Can-Am nous a mis dans le vent à chaque montée, et ce, avec une extrême facilité. Il avait plus d'adhérence, pouvait prendre plus de jets latéraux, pouvait rouler plus vite, tout en ayant un véhicule léger et efficient. Maintenant, imaginez un engin encore plus extrême que le Can-Am.
Avec son moteur Rotax de 100 à 120 chevaux, le Can-Am est déjà bien velu. Mais imaginez un engin propulsé par un moteur Kawasaki de 1500 cm3 délivrant 208 chevaux et sur une seule roue. Avec un poids de 550 kg à vide et un châssis ultra bas très sportif, les deux passagers de l'engin seraient bien vite propulsés à des vitesses inavouables. Imaginez que cette machine batte à plat de couture certaines monoplaces sur circuit. Eh bien cet engin existe. Et c'est le Campagna T-Rex RR. Conçu et fabriqué au Québec, seuls quelques exemplaires ont été importés en Europe. J'ai eu la chance d'être le passager de l'un d'entre eux dans les années 90 sur un circuit. Le moteur était alors un Kawasaki 1200, un peu moins puissant, 175 chevaux dans mon souvenir. Mais croyez-moi, c'était déjà très impressionnant. Bien mené, le T-Rex va vite, très vite, extrêmement vite. Il a toutefois un défaut, il n'est pas plus pratique qu'une moto. Ouvert aux 4 vents et disposant d'à peine 2 sacoches en guise de coffre, il n'est pas fait pour rouler au quotidien, en tout cas pas plus qu'une moto. Et comme il est large, eh bien ma foi, il ne passe pas plus facilement qu'une voiture dans les embouteillages. Mais du coup, on pourrait imaginer que si un 3 roues pouvait être fun, puissant, rapide, efficient et plus confortable que le T-Rex pour les grands trajets, ce serait tout bénef pour qui n'a pas besoin de plus de 2 places et d'un espace de coffre normal. Eh bien, Aptera a utilisé cette logique pour faire un véhicule efficient, mais aussi, surtout, très fun. Avec 204 chevaux délivrés par ces 3 moteurs roues, la voiture est rapide. Et surtout, elle est extrêmement simple. Mais la transmission intégrale fait qu'elle sera encore plus rapide qu'un Can-Am par exemple en montagne, parce qu'elle aura encore plus de motricité. Les moteurs roues permettent également d'éviter d'avoir recours à une transmission qui, du coup, puisqu'elle est absente, n'occupe aucune place dans l'habitacle. Et c'est important car la place est limitée, malgré des dimensions hors tout assez importantes pour l'engin. En effet, entre les formes aérodynamiques et le triangle de stabilité, la capacité de chargement général de l'Aptera est suffisante, mais pas exceptionnelle. C'est surtout le coffre qui va en pâtir, qui est certes grand en termes de volume, mais qui aura une forme qui est pas si carrée que ça, et donc un peu moins pratique pour certains objets. Toutefois, l'intérêt de l'Aptera est ailleurs. Son efficience et son fun, couplés à une autonomie énorme pour la taille de batterie, en font une machine à voyager exceptionnelle. De plus, l'Aptera valide une évidence mécanique, comme le T-Rex l'avait fait en son temps. Se conformer à une architecture juste parce qu'on a toujours fait comme ça débouche sur des autos moins bonnes que si les ingénieurs avaient été plus ouverts d'esprit et avaient réfléchi au réel usage du véhicule. Le T-Rex, par exemple, est exceptionnel en termes de supercar. Il explose les performances des Mazda MX-5, mais aussi des 911, ou même de la Lamborghini Gallardo Leggera sur circuit ou sur route. Le tout avec largement moins de puissance et un coût d'utilisation sans commune mesure avec ces machines extrêmement chères. En termes de fun pur, elle est sans égal. Et pourtant, son public est très réduit, contrairement aux rêves que véhiculent les voitures que je vous ai citées précédemment. Mais pourquoi en fait ? Eh bien, probablement parce que la considération d'efficacité, d'efficience, de performance ne sont pas les critères sur lesquels on achète ce type de voiture. C'est plutôt l'image ou l'orgueil peut-être. Avec un T-Rex, on va passer pour un original un peu décalé. Et avec une 911 ou une Lamborghini, on aura une toute autre image. L'Aptera aura le même problème avec ses 3 roues et sa forme extrêmement aérodynamique, mais avec une clientèle qui est peut-être un peu moins fermée. En tout cas, on l'espère. Pour convaincre les masses, et pas seulement les geeks comme moi, elle devra faire ses preuves à l'usage. Et sincèrement, j'ai grande hâte de mettre la mienne à l'épreuve. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Alors, spoiler du jour, si tout va bien, parce que j'ai pas terminé de tout tourner, on va parler d'une prise en main de la Lucid Air que j'ai fait hier avec Didier Dubicki. Et on va vous donner notre avis sur la voiture. Avis qui n'est pas tout à fait final puisque c'était vraiment une petite prise en main. Mais vous verrez que mon avis sur la Lucid Air a légèrement évolué par rapport au premier contact que j'avais eu et par rapport à la technique qui est comprise dans la voiture. Vous verrez. Allez,
Portez-vous bien, faites attention à vous. Salut!